On va passer à la présentation suivante, je dirais un peu la star du congrès. Il n'y a pas une année où on n'a pas le plaisir d'écouter notre collègue nous éclairer sur les nouvelles avancées dans le domaine du diabète. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je demande au docteur Tirapati de nous partager sa vision, comme il sait le faire, de façon très pragmatique, toujours didactique et innovante, sur risque cardiovasculaire et diabète, quoi de neuf? Merci de cette introduction, merci de l'invitation. Alors, je vais vous repasser ce slide qui a été mis tout à l'heure avec une interprétation supplémentaire. Regardez bien ce slide. C'est vrai qu'en tant que jeune diabétologue, il y a des choses qui me frappent. C'est que vous avez vu la ligne bleue, c'est la baisse de mortalité d'origine cardiovasculaire chez les diabétiques et chez les non-diabétiques. Et cette baisse, ce qui m'interpelle, c'est se dire qu'aujourd'hui, un diabétique meurt moins souvent des problèmes cardiovasculaires qu'un non-diabétique il y a 10 ans. Pas seulement mortalité cardiovasculaire, mortalité coronarienne et hospitalisation pour le cœur. Je vais quand même avoir la même conclusion qu'Estelle. Cela veut dire qu'on doit, là c'est des études suédoises en Suède, qu'on doit être vigilant et qu'on doit être vraiment rigoureux pour traiter les facteurs de risque. Alors ces facteurs de risque, sur l'étude suédoise, on les connaît. L'hémoglobine glyquée, la pression, le LDL cholestérol, l'activité physique. Il y a aussi le salaire, bien sûr. Encore que ici, le salaire, ça apparaît moins bien, mais dans certaines études, le niveau économique, c'est très important dans les facteurs de risque. Alors, ce qui est nouveau dans les facteurs de risque, c'est le diabète du jeune. Mais le diabète du jeune, on disait oui, mais c'est préoccupant parce que c'est quelqu'un chez qui il faut protéger les artères plus longtemps. Eh bien non, c'est pas ça notre préoccupation. On se rend compte aujourd'hui que le diabète du jeune, c'est pas le même diabète. C'est un diabète beaucoup plus agressif. Au bout d'1 an, 2 ans, le dégât au niveau des cellules bêta sont beaucoup plus importants que chez le diabète apparu après 60 ans. La morbidité cardiovasculaire est plus importante, d'où l'importance de les dépister dès le stade de prédiabète, d'où l'importance de participer à mes collègues rayonnés à l'étude Prédiabrun. Autre facteur de risque, c'est le lien entre un IMC plus élevé et le risque de crise cardiaque avant 65 ans. Donc sachez repérer ces patients. Au niveau des lipides, ce qu'il y a eu de neuf cette année, c'est suite à une réunion d'ASCOT, elle est là, on a dit que ce n'est plus la peine de faire ces dosages lipidiques à jeun. C'est peut-être la fin des derniers bilans à effectuer à jeun. Moi, vraiment, quand j'ai un bilan à demander à mes patients, le fait qu'ils doivent le faire le matin au lieu de le faire tout de suite en sortant, cela améliore le confort, cela améliore l'adhésion, c'est économique, parce que souvent on est amené à mettre une infirmière parce que c'est difficile à 6 heures d'aller en ville, alors que les gens vont en ville pour d'autres raisons dans la journée et peuvent faire le bilan tranquillement. Je ne vais pas insister sur les recommandations SCEAS, parce qu'on va le faire après moi, mais j'aimerais bien dire que parmi les 3 recommandations faites aux généralistes, on demande pour la première fois, ça rentre dans les facteurs de risque, limiter l'exposition à la pollution atmosphérique et sonore. Deuxièmement, on reparle du prédiabète et je suis d'accord. Et enfin, on en reparlera plus tard. Pour les patients à haut risque, parce qu'on considère que la relation entre LDL et cholestérol n'est plus une hypothèse, mais une preuve, on considère qu'avec les études sur les différents PCSK9, que c'est sans risque. Donc on considère aujourd'hui patients à très haut risque moins de 55. Et si vous avez fait un deuxième événement cardiovasculaire dans les 2 ans, c'est moins 40. Alors je dois aussi vous montrer d'autres études qui ont été faites cette année. Une étude parue dans le JAMA 2019 qui disent que si vous êtes un taux de cholestérol inférieur à 0,70, il y a une augmentation des lésions des nerfs périphériques, une diminution de la conduction, mais surtout une étude en Chine où ils ont pris les patients qui avaient un LDL inférieur à 0,70 et où eux, ils trouvent un risque significativement supérieur de développer une hémorragie intracérébrale. Mais ça, c'est les Chinois, parce qu'on n'a pas retrouvé dans les études européennes. Alors, au niveau hypertension artérielle, j'insiste là-dessus. C'est vrai que souvent, on a discuté entre est-ce qu'il faut viser 13,8 ou 14,9.
Dans les études suédoises, les fameuses études de Régis, sur 180 000 patients, on retrouve une augmentation de la mortalité dans le groupe qui était inférieur à 120 par rapport à ceux qui étaient entre 130 et 139. Je rappelle juste que SPRINT était une étude où il n'y avait pas les diabétiques. Cela va confirmer ce qu'on trouve déjà dans l'étude ACCORD, où quand vous avez une pression artérielle systolique inférieure à 12, vous avez déjà une baisse, une augmentation de la mortalité, et on craint vraiment une courbe en J, pour dire ne pas baisser trop. Dans l'étude Examine, c'est la même chose. Ceux qui avaient une pression artérielle systolique inférieure à 130, par rapport à ceux qui étaient entre 131 et 140, il y avait une nette augmentation des événements cardiovasculaires. Donc, vigilance, important de ne pas laisser la tension trop forte, mais pas non plus trop bas. Surtout que quand on rajoute des traitements type agonistes de GLP-1 ou, bien sûr, limiteur GLT2, vous avez une baisse de tension, donc il faut réadapter votre traitement. Pour les plaquettes, on sait que le diabète, c'est un état prothrombotique. Et le rôle des plaquettes est très important parce qu'il y a une hypercoagulabilité plaquettaire. Vous avez, chez le diabétique, une augmentation de turnover, donc un pool de plaquettes plus jeune, plus hyperactifs et non inhibés, parce qu'ils sont tout jeunes, n'ont pas eu encore le contact avec les antiagrégants, ce qui fait qu'il y a toujours eu des débats, aspirine en 1 ou 2 prises, en sachant que l'aspirine est moins efficace chez les diabétiques. Il y a quand même un intérêt dans la prévention primaire chez les patients à très haut risque. Le clopidogrel, pareil, une efficacité moins régulière, une grande variabilité individuelle. Peut-être que demain on saura qui précisément sera sensible au clopidogrel et qui ne le sera pas. En tout cas, il y a une résistance chez les diabétiques. Et enfin, il y a pas mal d'études actuellement, Thémis qui a déjà été cité tout à l'heure, sur par exemple l'intérêt de poursuivre une bithérapie chez les patients qui ont bien toléré cette bithérapie 1 an après leurs événements cardiovasculaires. Bien, de l'autre côté, d'autres études qui veulent dire est-ce que cette bithérapie est nécessaire pendant 1 an? Est-ce qu'on ne peut pas arrêter l'aspirine plus tôt? Il y a aussi des études sur la posologie. On se rend compte que le ticagrelor, par exemple, entre 60 et 90, l'efficacité serait quasiment similaire, mais avec moins d'effets secondaires. Au niveau des glycémies, les antidiabétiques n'ont pas vraiment joué sur l'amélioration des risques cardiovasculaires. Il s'agit seulement des deux dernières familles, les agonistes de GLP-1 et les inhibiteurs de GLT2, qui améliorent significativement ce pronostic. Alors, si vous prenez les anciennes études classiques sur, par exemple, les insuffisances cardiaques, il n'y a pas d'effet bénéfique de traiter d'une façon intensive. Et par contre, avec les études concernant la nouvelle famille, à la fois des inhibiteurs de GLT2 et des agonistes de GLP-1, l'amélioration est nette. Encore que, si on veut être puriste, on peut dire qu'il n'y a eu que Ampareg et Leader qui ont montré une différence significative. Mais il ne s'agissait pas de la même population, surtout concernant le nombre de patients qui étaient en prévention primaire ou secondaire. Enfin, la variabilité glycémique, tout à l'heure on parlait de la rapidité de l'hypoglycémie, la variabilité glycémique est un phénomène aujourd'hui beaucoup plus important que l'hémoglobine glyquée elle-même. Les risques, dans les études Taïwan qui concernaient 28 000 patients, montrent clairement que la mortalité cardiovasculaire est liée d'une façon beaucoup plus forte avec la variabilité glycémique qu'avec l'hémoglobine glyquée. Il y a eu pas mal d'études qui sont sorties depuis, qui vont dans le même sens. Je voulais juste citer l'étude de Dijon l'année dernière, qui montre que chez les patients qui arrivaient en infarctus, en problème coronaire, chez ces patients-là, le pronostic était lié pas à l'hémoglobine glyquée à l'entrée, mais à la variabilité glycémique et de leur prise en charge. Cette variabilité glycémique, c'est aussi vrai dans la journée que d'un trimestre à l'autre. Et enfin, j'aimerais bien vous remonter ce slide des vétérans américains, où ils ont vraiment un registre assez important des diabétiques, et ils ont revu un peu l'importance de la variabilité glycémique. Vous voyez, dans le groupe de droite, la relation est nette avec la variabilité glycémique, mais pas dans le groupe standard, mais surtout dans le groupe intensif. Ce qui veut dire que plus vous allez vers un diabète équilibré, plus la variabilité glycémique prend de l'importance, ce qui paraît logique.
Enfin, un petit mot sur l'insuffisance cardiaque, parce que c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre des études au niveau chez les diabétiques. C'est assez rare au niveau des recherches. Les études cardiovasculaires randomisées, des fois, ça rentre même pas dans le critère principal. Ce n'est pas dans le score de risque de Framingham, de l'HAECC. Et quand vous faites des études et quand vous calculez le MACE3 ou MACE4, donc les 4 événements cardiovasculaires, et bien sûr, l'insuffisance cardiaque ne figure pas. Mais pire, quand vous faites une étude et que vous montrez qu'il y a une augmentation des patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque, et les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque, c'est quelque chose de très mauvais au niveau pronostic, eh ben non, on dit que l'étude est neutre. Pourtant, c'est une complication fréquente de pronostic redoutable. Alors, ici, un autre tableau qui vous montre les études des inhibiteurs GLT2 et les agonistes de GLP1. Au niveau de protection de l'insuffisance cardiaque, c'est bien sûr les inhibiteurs de SGLT2 qui sont actifs et pas tant les agonistes de GLP1. Alors, je disais que l'insuffisance cardiaque, c'est un parent pauvre, mais l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, là, c'est le parent pauvre d'un parent pauvre. Pourquoi ? D'abord, c'est une maladie de médecine générale. C'est pas comme les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection ABC, qui est une maladie de cardio, c'est le macrovasculaire. Chez les patients à fraction d'éjection préservée, ils ne meurent pas du cœur. Le diagnostic est moins évident. Les facteurs sont multiples, âge, carence martiale, psychique, obésité. Et pas mal d'études montrent qu'effectivement, il n'y a pas d'efficacité. Bien sûr, c'est diurétique illogique. Les IEC, les ARA2 ne marchent pas. Je dirais un petit mot sur Entresto. Et Vidarabine non plus ne marche pas. Par contre, il ne faut pas baisser les bras, bien sûr, penser l'importance des exercices physiques, l'importance des vaccinations, l'importance du statut martial et l'éducation thérapeutique qui ont fait des preuves. Je vais aller juste un petit mot sur Entresto pour vous dire que l'étude de Paragon, curieusement, sur la critère principal, c'est négatif. Ça, on avait espoir qu'enfin un médicament pouvait améliorer l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Non. Sauf que dans les sous-groupes, quelque chose d'assez surprenant, mais qu'il faut revoir, elle marche très bien chez les femmes et non chez les hommes. N'oubliez pas que lors des études d'Entresto, il y a une baisse de l'hémoglobine glyquée et il faut savoir, dans ce cas-là, adapter votre dose des sulfamides. Enfin, pour terminer, les inhibiteurs de SGLT2 que vous connaissez déjà, les nouvelles formes qui apparaissent, les études dans la vie réelle, et surtout, depuis peu, maintenant, on se rend compte qu'elles marchent autant chez le patient non diabétique que diabétique. Et aujourd'hui, dans les recommandations, chez le patient diabétique avec insuffisance cardiaque, l'inhibiteur GLT2 passe avant la metformine. Donc, à Maurice, si vous avez un patient insuffisance cardiaque diabétique, utilisez des inhibiteurs GLT2. À La Réunion, vous pouvez continuer avec la metformine. Voici une déclaration de la Société française du diabétique qui disent que ce produit, il y a des effets protecteurs incontestables, protection vis-à-vis des ECV majeurs, réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Voici ma déclaration d'intérêt, 9 secondes, et voici une déclaration des gilets jaunes que je vous laisse voir. Donc, en résumé, il y a une nette progression de la prise en charge des cardiovasculaires des diabétiques. Pensez chez les diabétiques jeunes, les prédiabétiques, le syndrome métabolique, l'importance de la prévention. Anti-agrégants, beaucoup reste à faire. HTA, pas trop bas. Lipides, changement des objectifs, examen à jeun. Et en France, on attend le feu vert pour les inhibiteurs de SGLT2. Alors, juste pour répondre à des mauvaises langues, il y a des mauvaises langues qui disent que ce médicament, c'est pas autorisé uniquement en France et en Corée du Nord. C'est faux. C'est aussi pas autorisé en Albanie. Merci. Je voulais te remercier comme toujours pour ta présentation et surtout te remercier pour être avec nous le jour de ton anniversaire. On fêtera ça au bar tout à l'heure. Alors, juste peut-être quelques questions rapides. Alors, aspirine en prévention primaire, peut-être Victor l'abordera.
aspirer en prévention primaire, où est-ce qu'on en est chez le diabétique? Alors c'est vrai qu'il fut un temps, dès que quelqu'un avait un diabète plus une hypertension artérielle, allez, on mettait l'aspirine. On se rend compte qu'aujourd'hui que cette aspirine n'est pas très efficace. Du coup, l'efficacité a lieu seulement chez les patients à très haut risque, en raison effectivement des effets indésirables, qui est les hémorragies digestives. Alors par contre, pourquoi parce que certains cardiologues, surtout dans l'Est, ils mettent en 2 prises. Pourquoi? Parce que comme c'est un turnover très rapide, ils se disent en mettant 2 fois par jour, on a plus de chances de couvrir, parce que il faut s'il y a plus d'un tiers des plaquettes non inhibées, ça ne marche pas, les antiagrégants. Donc en mettant 2 fois par jour, on espère pouvoir faire descendre et pouvoir être actif. Donc certains médecins généralistes, malheureusement, ils n'ont pas compris pourquoi on mettait 75 fois 2, donc ils repassent à 150 une fois par jour, c'est inutile. Mais donc, juste pour les praticiens qu'il y a ici, globalement, la place de l'aspirine en prévention primaire chez le diabétique, elle est aujourd'hui quasi nulle. Dans les suites d'une étude qui a montré que même s'il y avait un petit bénéfice vasculaire, il y avait un surrisque hémorragique qui ne justifiait pas cela. Donc, chez les diabétiques à très haut risque cardiovasculaire, vous pensez que le risque hémorragique est faible, il y a une toute petite place pour l'aspirine, mais pas d'aspirine de façon systématique chez le diabétique en prévention primaire. Et puis, cette petite particularité pharmacocinétique. Autre question, remarque? Oui, derrière. Est-ce qu'on pourra avoir un micro, s'il vous plaît? Oui, vous avez parlé de l'insuffisance cardiaque à façon d'érection préservée chez le diabétique. Quel est le mécanisme fondamental de l'installation de cette insuffisance cardiaque? Puisque vous n'en avez pas parlé. À mon avis, je pense que la microcirculation du diabétique, dont vous avez parlé en dernière position, des phénomènes microthrombotiques mineurs qui s'installent associés à d'autres pathologies qui sont à l'origine. Qu'en pensez-vous? Si j'ai bien compris, la question concernait les insuffisances cardiaques, affection d'éjection préservée, c'est ça? Oui. Oui, en fait, justement, le mécanisme est multiple, j'en ai parlé très rapidement. C'est pour ça que c'est plus ce qu'on dit une maladie, une pathologie de médecine générale, parce qu'il y a énormément de facteurs, y compris insuffisance respiratoire, les carences martiales, l'obésité. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être global et une prise en charge beaucoup plus globale que juste le problème cardiaque. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est une atteinte surtout microvasculaire, donc c'est l'atteinte microvasculaire du diabète. C'est pour ça qu'effectivement, au niveau coronaire, au niveau de la fonction cardiaque, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va encore une fois te remercier pour ta présence et ton temps. Donc, il y avait une question, prévention secondaire cardiovasculaire par aspirine plus AOD chez le diabétique. Peut-être que Victor couvrira ça dans sa présentation, donc je vous laisse le présenter.